Certaines histoires commencent comme des contes de fées pour s'achever en tragédie. D'autres, plus rares, voient leurs héroïnes renaître de leurs cendres. Celle que nous allons vous raconter ce soir est de celle-là, une plongée dans les abysses de la trahison humaine, là où l'amour et la cupidité s'affrontent jusqu'à la mort. C'était un jeudi soir, 8 mois seulement après leur mariage, que le vernis de leur vie parfaite commença à se craqueler. Laura rentrait d'une journée particulièrement éprouvante au bureau. Un contrat hôtelier majeur venait d'échouer et elle était épuisée. La pluie martelait le pare-brise tandis que M. Henderson, son chauffeur, naviguait sur la route sinueuse menant à leur domaine. Soudain, une silhouette surgit sur la chaussée. « Arrêtez !» hurla Laura. M. Henderson freina brutalement et la voiture dérapa pour s'immobiliser à quelques centimètres d'une femme, debout sous le déluge, les yeux hagards, tremblante de tous ses membres. Elle était jeune, peut-être de l'âge de Laura, ses vêtements déchirés, son visage couvert d'ecchymoses. « Madame, veuillez vous écarter », lança M. Henderson par la fenêtre. Mais la femme courut vers la portière de Laura, frappant désespérément. « S'il vous plaît, aidez-moi. Il arrive. Il va me tuer. » Le cœur de Laura se serra. Malgré les protestations de son chauffeur, elle baissa sa vitre. « Qui arrive ? Que s'est-il passé ? » « Mon mari, » sanglota la femme, la pluie et les larmes se mêlant sur son visage. « Il m'a séquestrée pendant des mois. Je viens de m'échapper. Il me poursuit. Je vous en prie, je n'ai nulle part où aller. Pas de famille, rien. S'il vous plaît. » Laura observa les contusions, la terreur pure dans les yeux de la femme, et prit une décision qui allait sceller son destin. Montez dans la voiture. « Mademoiselle Laura. » commença M. Henderson. « Montez, » répéta fermement Laura à la femme, puis à son chauffeur. « Conduisez-nous à la maison. Nous appellerons la police de là-bas. » La femme se précipita sur la banquette arrière, trempée et grelottante. « Merci, » murmura-t-elle. « Que Dieu vous bénisse. »« Merci. »« Comment vous appelez-vous » demanda doucement Laura, lui tendant une couverture. « Sophia, » dit la femme. « Sophia Martinez. » Au manoir, Laura donna à Sophia des vêtements secs, un repas chaud et une chambre d'amis. La police vint et prit une déposition, mais Sophia refusa d'aller dans un refuge ou de porter plainte, terrifiée à l'idée que son mari la retrouve. « J'ai juste besoin d'un endroit sûr, » plaida-t-elle. « Juste pour quelques jours, le temps de savoir quoi faire. »« Vous pouvez rester ici, » s'entendit dire Laura. « Aussi longtemps que nécessaire. » Sam rentra chez lui pour trouver une inconnue dînant dans leur salle à manger, et sa surprise fut manifeste. « Laura, que se passe-t-il » Elle lui expliqua la situation, observant le visage de Sam passer par toute une gamme d'émotions. La surprise, l'inquiétude, et quelque chose d'autre qu'elle ne parvint pas à identifier. « C'est très généreux de ta part, » dit-il lentement. « Mais es-tu sûr que ce soit prudent ? Nous ne connaissons pas cette femme. »« Elle a besoin d'aide, » dit fermement Laura. « Nous avons plus qu'assez de place, plus qu'assez de ressources. C'est la bonne chose à faire. » Sam sourit. Ce sourire charmant qui lui avait conquis le cœur des années plus tôt. « Bien sûr, tu as raison. Je suis désolée. C'était insensible de ma part. Sophia, bienvenue chez nous. Restez aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Sophia les regarda tour à tour, une lueur indéchiffrable dans les yeux. « Merci à vous deux. Vous êtes des anges. » Sophia se révéla être une invitée des plus agréables. Au début, elle était silencieuse, serviable et reconnaissante pour tout. Elle insistait pour aider dans la maison, malgré les protestations de Laura. « Laissez-moi faire quelque chose, » disait-elle. « J'ai besoin de me sentir utile, pas de vivre de votre charité. »« Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes notre invité, » répondait Laura. « Reposez-vous et guérissez. » Laura remarqua la façon dont Sophia sursautait au bruit fort, comment elle vérifiait obsessionnellement les fenêtres, les cauchemars qui la faisaient crier dans la nuit. Son cœur se serrait pour cette femme, et elle était déterminée à l'aider à reconstruire sa vie. Ce que Laura ne remarquait pas, cependant, c'était la façon dont Sophia observait Sam, la façon dont ses yeux s'attardaient sur lui lorsqu'il entrait dans une pièce, la façon dont elle trouvait des prétextes pour être là où il se trouvait. Et elle ne remarqua certainement pas la façon dont Sam commençait à la regarder en retour. 3 mois après l'arrivée de Sophia, Laura commença à noter des changements dans son propre corps. Elle était constamment fatiguée, bien plus que l'épuisement habituel lié à la direction d'une entreprise. Son esprit était brumeux, comme si ses pensées se mouvaient dans de la mélasse. Parfois, elle oubliait des choses simples, comme l'endroit où elle avait posé ses clés ou quelle réunion elle avait programmée. « Peut-être que tu es enceinte, »
suggéra Sam un soir. Vous avez essayé, non? Le cœur de Laura bondit à cette possibilité. Mais le test fut négatif. Et celui d'après, et celui d'après encore. Son médecin fit des analyses. Tout revint normal. C'est probablement le stress, lui dit le docteur Chen. Dirigez une grande entreprise, gérez votre deuil, la pression de concevoir. Tout cela a un coût. Laura essaya tout. Méditation, yoga, réduction de ses heures de travail. Rien n'y fit. En fait, son état semblait empirer. Elle commença à avoir des sautes d'humeur, des accès de colère soudains pour un rien, suivis de dépressions profondes qui la laissaient incapable de sortir du lit. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive », sanglota-t-elle à Sam une nuit. « J'ai l'impression de perdre la raison. » Sam la serra dans ses bras, lui caressant les cheveux. « Chut, mon amour, ça va aller. Tu traverses juste une mauvaise passe. » Mais la mauvaise passe ne passa pas. Elle s'aggrava. Ce que Laura ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que son thé du soir, préparé avec tant d'attention par Sophia, contenait une dose soigneusement mesurée d'une substance conçue pour provoquer exactement ce qui lui arrivait. Un cocktail indétectable au test standard, mais suffisant pour défaire lentement son état mental. Sophia préparait le thé avec un sourire inquiet. « Tu as l'air fatiguée, Laura. Tiens, je t'ai fait une camomille. Ça t'aidera à dormir. » Et Laura buvait, reconnaissante, faisant confiance à la femme qu'elle avait sauvée. Dans la cuisine, tard dans la nuit, Sophia et Sam se retrouvaient pour des conversations chuchotées. « Combien de temps encore ?» siffla Sophia. « J'en ai assez de jouer la réfugiée reconnaissante. Je veux qu'elle disparaisse. »« Patience », murmura Sam, ses mains se posant sur sa taille, des mains qui auraient dû être réservées à sa femme. « Nous ne pouvons pas précipiter les choses. Cela doit paraître naturel. Une dépression nerveuse, une détérioration progressive. Ensuite, les médecins recommanderont des soins de longue durée. J'obtiendrai la procuration. Et une fois que le fonds en fiducie sera débloqué. 5 ans, c'est long à attendre, bouda Sophia. Pas quand il y a un demi-milliard de dollars au bout du chemin, dit Sam en l'embrassant dans le cou. Et puis, nous avons l'un l'autre maintenant. Cela ne vaut-il pas un peu de patience? Sophia sourit, une expression froide et calculatrice qui aurait terrifié Laura si elle l'avait vue. Je suppose. Mais je veux qu'elle parte bientôt. Je déteste la façon dont elle te regarde, comme si tu lui appartenais vraiment. Je n'appartiens qu'à moi-même, dit Sam. Et bientôt, j'appartiendrai à une fortune qui nous mettra à l'abri pour le reste de nos vies. Laura n'a toujours été qu'un moyen pour parvenir à mes fins. L'as-tu jamais aimé? Demanda Sophia, curieuse. Même un peu. Sam songea à la jeune fille de 12 ans qui lui avait souri dans le jardin, à l'adolescente qui l'avait défendue contre les brutes, à la femme qui lui avait tout donné. Il songea aux années d'amitié, au rire, à la confiance. Non, mentit-il. Elle n'a toujours été qu'un passeport vers la fortune. Une fille grosse et pathétique, si désespérée d'amour qu'elle ne voyait pas ce qui était juste sous son nez. La vérité était plus complexe. Sam avait tenu à Laura, à sa manière, mais des années à l'avoir tout possédé alors qu'il n'avait rien, des années à être le fils du personnel, avait tordu cette affection en un ressentiment tenace et venimeux. Et quand Sophia était arrivée, belle, brisée et clairement intéressée par lui, il avait été facile de justifier la trahison. Après tout, il le méritait, n'est-ce pas? L'état de Laura se détériora rapidement au cours des mois suivants. Le conseil d'administration de Whitmore Enterprises observait avec une inquiétude croissante leur jeune PDG devenir de plus en plus erratique. Elle a annulé 3 réunions majeures cette semaine, rapporta James Morrison, le directeur financier. Et quand elle est venue hier, elle m'a accusé de voler l'entreprise. Moi? Je suis ici depuis 20 ans. Sam, assistant à la réunion en tant que mari et consultant de Laura, joua son rôle à la perfection. Je suis mort d'inquiétude, dit-il, son visage l'image même du souci. À la maison, c'est encore pire. Elle a des délires paranoïaques, elle nous accuse, le personnel et moi, de comploter contre elle. Peut-être est-il temps d'intervenir, suggéra Morrison. Sam hocha lentement la tête, comme si l'idée le peinait. Je pense que vous avez raison. Je déteste lui faire ça, mais nous devons penser à l'entreprise, et plus important encore, à la santé de Laura. Ce que le conseil ignorait, c'est que Sam avait soigneusement documenté chacun des épisodes de Laura. Des épisodes que lui et Sophia avaient provoqués. Il avait des vidéos, des témoignages de membres du personnel soigneusement cohachés, des dossiers médicaux montrant son instabilité. Il constituait un dossier accablant.
À la maison, la drogue que Sophia lui administrait avait un autre effet secondaire, elle la rendait stérile. Chaque test de grossesse négatif était un nouveau crève-cœur, une nouvelle fissure dans l'état mental déjà fragile de Laura. « Pourquoi ça n'arrive pas ?» sanglotait-elle un soir. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?»« Rien ne va pas chez toi », la calmait Sam, tout en sachant pertinemment pourquoi elle ne pouvait concevoir. Ces choses prennent du temps. Pendant ce temps, Sophia avait ses propres nouvelles. Elle était enceinte de l'enfant de Sam. « Débarrasse-t'en », dit immédiatement Sam. Les yeux de Sophia s'enflammèrent de colère. « Pardon ? Je ne me débarrasserai pas de notre bébé. Je veux cet enfant. Ton enfant. » Ils se disputèrent en chuchotements féroces, mais finalement Sophia l'emporta. Elle garderait la grossesse secrète aussi longtemps que possible. Peut-être que d'ici là, Laura serait si loin qu'elle ne remarquerait rien. Peut-être que d'ici là, Laura serait morte. L'intervention eut lieu par un froid matin de février. Laura se réveilla pour trouver sa chambre envahie de monde. Sam, le docteur Chen, un psychiatre qu'elle n'avait jamais rencontré et 2 membres du conseil d'administration. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la confusion et la peur se livrant bataille dans sa voix. « Bébé, nous sommes inquiets pour toi, » dit Sam. « Ton comportement dernièrement. »« Je vais bien. »« Vous n'allez pas bien, Laura » dit doucement le docteur Chen. « Vos sautes d'humeur, votre paranoïa. Ce sont des symptômes graves. » Le psychiatre, Dr Reeves, s'avança. « Madame Washington, j'ai examiné votre dossier. Sur la base des documents fournis par votre mari, je pense que vous traversez une crise de santé mentale grave, possiblement une bouffée délirante. »« Je ne suis pas folle. »« Personne ne dit que vous êtes folle, » dit Sam d'une voix apaisante, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. « Juste que tu as besoin d'aide. Nous voulons t'admettre quelque part où tu pourras te reposer. »« Vous voulez m'enfermer ?» dit Laura, comprenant enfin. « Dans un asile. »« C'est pour ton bien, » dit Morrison. « Et pour le bien de l'entreprise. Tu n'es pas en état de la diriger. Alors vous allez me la prendre. » Laura regarda Sam. « Tu vas prendre mon entreprise. »« Je vais la protéger, » dit Sam. « Juste temporairement, jusqu'à ce que tu ailles mieux. En tant que ton mari, je peux assumer la procuration. » Non. Mais elle n'eut pas le choix. Le docteur Reeves avait déjà signé les papiers pour un internement psychiatrique sans son consentement. Quelques heures plus tard, Laura était escortée hors de son propre manoir, en direction d'un établissement psychiatrique privé. Alors que la voiture s'éloignait, Sophia regardait d'une fenêtre à l'étage, un petit sourire aux lèvres. Sam se tenait à côté d'elle, sa main sur son ventre où leur secret grandissait. « Combien de temps la garderont-ils » demanda Sophia. « Aussi longtemps que nécessaire » répondit Sam. « Chaque jour où elle sera là-bas, je consoliderai mon contrôle sur son entreprise et ses actifs. Et puis, quand le moment sera venu, nous nous assurerons qu'elle ne revienne jamais. » À l'établissement, Laura reçut des médicaments qui la rendaient brumeuse et docile. Elle essaya de dire au médecin qu'elle n'était pas malade, que son mari l'empoisonnait. Mais ses paroles furent rejetées comme des délires de persécution. Parfois, dans les moments de clarté entre les doses, elle se souvenait. Elle se souvenait des yeux de Sam, non pas tristes, mais satisfaits. Elle se souvenait du sourire de Sophia. « J'ai été si stupide », se chuchotait-elle dans sa chambre blanche et stérile. « Si stupide. » Après 3 semaines, Laura fut libérée, jugée stable, sous son nouveau traitement. Elle retourna au manoir pour trouver que tout avait changé. Sam s'était installé dans la suite principale, avait pris son bureau. Il l'accueillit avec un baiser qui n'atteignit pas ses yeux. Derrière lui se tenait Sophia, et Laura aurait juré voir la main de la femme se poser un instant sur son ventre. Mais les médicaments lui faisaient douter de tout ce qu'elle voyait. Ce fut un son qui la réveilla. La voix basse et intime de Sophia, venant du rez-de-chaussée. « Je n'en peux plus d'attendre. Quand est-ce qu'elle va mourir ?» Laura se figea en haut des escaliers. « Patience, bébé », répondit Sam, avec ce mot tendre qu'il lui murmurait autrefois. « Le fonds en fiducie sera accessible dans quelques semaines. Une fois que j'en aurai le contrôle légal, nous pourrons accélérer les choses. »« J'en ai assez de faire semblant, » siffla Sophia, pendant que cette grosse vache vit dans le luxe. « Je veux ce qui me revient, ce que nous méritons. » Laura risqua un regard et les vit. Sam et Sophia sur le canapé, enlacés. « Bientôt, » promit Sam. « Bientôt nous aurons tout. Et Laura ne sera plus qu'un souvenir. » « Un souvenir gros et pathétique, » ajouta Sophia avec un rire cruel. « Mon Dieu,
Comment as-tu supporté de l'épouser? La toucher devait être comme toucher une baleine échouée. Sam rit. Un rire authentique. C'était une torture. À chaque fois, je devais fermer les yeux et penser à... Eh bien, à toi. Puis la main de Sophia se posa sur son ventre, et cette fois, Laura vit clairement le petit renflement. Alors nous pourrons être une vraie famille. Toi, moi et notre bébé. Le hoquet de Laura fut infime, mais dans le silence de la maison, il fut suffisant. La tête de Sam se releva brusquement. Laura tenta de reculer, mais son pied se prit dans le tapis. Elle trébucha. Quelqu'un est là, siffla Sophia. Laura courut. Elle ne réfléchit pas, elle courut, le cœur battant la chamade. Elle atteignit l'escalier principal avant que son pied ne se prenne dans sa chemise de nuit. Elle tomba, dégringolant les marches de marbre, sa tête heurtant la rampe avec un bruit sourd et sinistre. La douleur explosa dans son crâne. Sam et Sophia apparurent au-dessus d'elle. Elle a tout entendu, dit Sophia, paniquée. Non, dit froidement Sam, son visage un masque que Laura ne reconnaissait plus. Elle ne ruinera rien. Sa vision se brouilla alors que Sam descendait les escaliers. Prends la seringue, dit-il à Sophia. Celle que j'ai préparée. Ce sera plus crédible qu'une chute accidentelle. À travers sa brume de douleur et de trahison, Laura regarda Sophia revenir avec une seringue. Qu'est-ce que vous faites? Murmura-t-elle. Sam s'agenouilla à côté d'elle. Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Tu n'as toujours été qu'un moyen pour parvenir à mes fins, Laura. Je ne t'ai jamais aimé. Tu ne m'as même jamais plu. Tu étais juste. Facile. Mais nous étions amis, des larmes coulaient sur le visage de Laura. Nous n'avons jamais été amis, dit cruellement Sam. J'étais le fils du personnel. Et tu étais mon ticket pour une vie meilleure. Sophia lui tendit la seringue. Ceci te fera dormir. Un sommeil très profond. S'il te plaît, supplia Laura. Je suis ta femme. Nous devions avoir une famille. J'ai une famille, dit Sam en désignant Sophia. Avec quelqu'un que je désire vraiment. Il plongea l'aiguille dans son bras. Le monde commença à s'estomper. Je t'aimais, murmura-t-elle alors que la conscience la quittait. Je t'aimais vraiment. La dernière chose qu'elle entendit fut la voix de Sophia. Qu'est-ce qu'on fait d'elle maintenant? Et la réponse glaciale de Sam. On s'en débarrasse. Définitivement. Laura se réveilla dans l'obscurité et l'odeur de la toile humide. Son cerveau embrumé mit un instant à comprendre qu'elle était dans un sac. La panique la submergea. Elle entendit des voix à l'extérieur. Plus lourdes que je ne le pensais, grogna Sam. Tais-toi et conduis, claqua Sophia. Il faut s'en débarrasser avant que quelqu'un remarque sa disparition. La voiture s'arrêta. Laura sentit qu'on la soulevait. À 3, dit Sam. 1, 2, 3. Elle vola dans les airs un instant, puis l'impact avec l'eau fut un choc glacial. Le sac se remplit, l'entraînant vers le fond. Elle lutta, mais en vain. Elle sombrait dans les eaux noires. La lumière, la chaleur, l'odeur du poisson et de l'eau de la rivière. Les yeux de Laura s'ouvrirent sur une petite pièce inconnue. Un homme âgé était assis à côté d'elle. Doucement, dit une voix profonde. Il avait la peau tannée par des années de soleil et d'eau, des yeux bienveillants. Je m'appelle Robert, dit-il. Je vous ai trouvé échoué sur la rive. Je vous croyais morte au début. Le souvenir déferla sur Laura. Ils ont essayé de me tuer, murmura-t-elle. C'est ce que je me suis dit, répondit sombrement Robert. Le sac, les bleus sur vos bras. Quelqu'un vous a fait ça intentionnellement. Depuis combien de temps suis-je ici? 3 jours. Vous avez eu de la fièvre. Pourquoi m'avez-vous aidé? Demanda-t-elle. Parce que je sais ce que c'est que d'être jeté par ceux en qui on avait confiance, dit-il. Mon ex-femme. Elle m'a tout pris. Quand je vous ai trouvé, j'ai vu quelqu'un qui avait été trahi de la même manière que moi. Laura pleura. Des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. Quand la tempête de larmes passa enfin, elle le regarda. J'ai besoin de votre aide. Ils vont tout prendre. Et ils me croient morte. C'est le seul avantage que j'ai. De quoi avez-vous besoin? D'un téléphone, d'un avocat, et de temps pour préparer mon retour. La mâchoire de Laura se contracta. Ils ont voulu me détruire. Au lieu de cela, c'est moi qui vais les détruire. Pendant que Laura recouvrait ses forces, Robert passa des appels discrets en son nom. Il contacta Bernard Sterling,
l'avocat de son grand-père. C'est un miracle, dit Bernard en arrivant à la cabane de Robert. Ils ont dit que vous aviez disparu. Tout est mensonge, Bernard, dit Laura, sa voix plus forte. La maladie mentale, les médicaments. Il m'empoisonnait. Elle lui raconta tout. L'arrivée de Sophia, la drogue, la liaison, la grossesse, la tentative de meurtre. Il nous faudra des preuves, dit finalement Bernard. Alors nous obtiendrons des preuves, affirma Laura. Robert a des contacts en ville. Nous allons tout documenter. Et pendant ce temps, la main de Laura se posa sur son ventre. Elle avait remarqué les changements. Le test de grossesse qu'elle avait demandé à Robert s'était révélé positif. Après tous ces mois, elle était enfin enceinte de l'enfant de Sam. Et pendant ce temps, dit-elle, je survis. Je guéris. Et je planifie mon retour. Au manoir Whitmore, Sam et Sophia vivaient la grande vie. Avec Laura portée disparue et présumée morte, Sam avait habilement pris le contrôle de l'entreprise, produisant des documents falsifiés pour convaincre le conseil d'administration. Il devint PDG. À nos nouveaux commencements, trinqua Sophia, son petit ventre de femme enceinte désormais visible. À 2 milliards de dollars, corrigea Sam. Il congédia les employés de longue date loyaux à Laura. Patricia, la gouvernante qui avait travaillé pour la famille Whitmore pendant 30 ans, fut l'une des premières à partir. Je comprends parfaitement, monsieur Washington, dit-elle, ses yeux d'acier fixés sur lui. Je comprends que vous attendiez ce moment depuis que vous êtes un garçon. Cette jeune femme vous aimait, vous faisait confiance, et vous. Attention, l'interrompit Sam, son masque glissant un instant. La diffamation peut coûter cher. Sophia, quant à elle, s'installa dans son rôle de maîtresse de maison. C'est ainsi que cela aurait toujours dû être, disait-elle à Sam. Moi à tes côtés, pas cette vache. Tu as raison, convenait Sam. Tu es tout ce qu'elle n'a jamais été. Mais parfois, tard dans la nuit, Sam se souvenait d'une jeune fille de 12 ans aux yeux tristes qui lui avait souri. Puis il repoussait ses souvenirs. La culpabilité était un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Marcus Washington, le père de Sam et jardinier en chef du domaine, observait la transformation de son fils le cœur lourd. « Que as-tu fait, mon garçon ?» confronta-t-il Sam un soir dans le jardin. « Cette jeune femme est morte à cause de toi, n'est-ce pas ?» Laura s'est égarée dans un état délirant. « C'est ce que dit la police, » répondit froidement Sam. « La police dit ce que tu leur as dit de dire. » La voix de Marcus tremblait de rage et de chagrin. « Je te connais, Samuel. C'est moi qui t'ai élevé. Je sais quand tu mens. » « Fais attention, vieil homme, » dit doucement Sam. « Des accusations comme ça pourraient te coûter ton travail, ta maison, tout. » « Je me fiche de tout ça. » Marcus attrapa le bras de Sam. « Ta mère, que Dieu ait son âme, aurait honte. Nous t'avons appris à distinguer le bien du mal. » Sam se dégagea brusquement. « Vous m'avez appris à être le personnel, à m'incliner et à être reconnaissant pour les miettes. Eh bien, j'en ai fini avec ça. » Alors tu es devenu un meurtrier à la place. Les yeux de Marcus s'emplirent de larmes. Valait-il le coup, mon fils? Valait-il le coup de vendre ton âme? Sam tourna les talons et s'éloigna sans répondre, laissant son père seul dans le jardin où tout avait commencé. La scène était désormais en place pour une vengeance méticuleusement orchestrée. Loin des regards, dans le secret d'une cabane de pêcheurs, la femme que l'on croyait morte se préparait à réclamer ce qui lui était dû. L'acte final de cette tragédie ne faisait que commencer.